nos trois premiers invités, qui sont donc Clément Dessy, qui représente la revue littéraire Textile, Anne Peretz, qui est là pour la revue médicale de Bruxelles, et puis Christian van der Motten, qui représente la revue géographique Belgéo. Et la manière dont on a imaginé entamer cet après-midi, c'est en posant deux questions à nos invités. La première étant, et je propose que l'on commence simplement dans l'ordre qui apparaît à l'écran par Clément, puis Anne et puis Christian. La première question est: quel rôle joue votre revue dans votre discipline, et plus précisément, pourquoi est-il important qu'une revue belge et de langue française, dans le cas des trois revues qui nous occupent, pourquoi donc est-il important qu'une revue belge et de langue française existe dans votre champ disciplinaire? Voilà, je vous laisse répondre. Merci Tatiana, bonjour à toutes et à tous. Alors, puisqu'il m'incombe ce rôle de commencer, je vais essuyer les plâtres. La revue Textile a pour sous-titre donc Revue des lettres belges de langue française. Donc c'est assez explicite, je dirais, dans le sous-titre. C'est une revue spécialisée dans l'étude de la littérature belge de langue française. Alors, seulement. Ça paraît assez restrictif, mais effectivement, le principe étant de ne publier que des numéros qui sont dédiés à des auteurs belges francophones, ou en tout cas à des auteurs qui seraient francophones, mais qui travaillent en Belgique. On a des numéros qui sont plutôt soit thématiques, soit des numéros monographiques, avec parfois donc une série de variables. Le but, c'est donc d'étudier l'histoire de la littérature et de la culture en Belgique. Pendant longtemps, la revue, par tradition, s'est intéressée au passé. Il n'était pas question d'étudier la littérature contemporaine. Maintenant, c'est tout à fait dans les attributions de la littérature. Ça suit aussi un schéma de valorisation aussi des objets littéraires en tant que tels. Auparavant, la littérature contemporaine, en gros, c'était pas bon, et la littérature ancienne, c'était très bien. Maintenant, évidemment, la perception a un peu changé. Le rôle de la revue Textile est donc de manière assez évidente de présenter la recherche et de la diffuser dans cette matière, mais elle a aussi un rôle d'interface, je dirais, un rôle d'interface entre non seulement le milieu des études littéraires belges, mais aussi les milieux archivistiques, puisqu'il existe des archives et musées de la littérature qui sont partie prenante de la revue, par des membres dans le comité de rédaction, mais aussi par publication chronique. Mais aussi un point d'interface avec l'enseignement, que ce soit l'enseignement supérieur, puisque les numéros sont communiqués aussi aux ALAC, ceux qu'on appelait avant les lecteurs de littérature à l'étranger, ils servent aussi pour l'enseignement secondaire. Alors, je dirais que le rôle d'une revue comme la nôtre, finalement, c'est aussi de donner une forme de consistance, de légitimité à un champ. Alors aujourd'hui, c'est assez acquis, étudier la littérature belge ne paraît pas aussi absurde que ça a pu le paraître peut-être encore au mi-temps du XXe siècle. C'était pas absurde, mais ceux qui l'étudiaient ne s'y dédiaient pas pleinement. Ça l'est devenu progressivement. Aujourd'hui, il y a des gens qui sont spécialistes de littérature belge. Ils ne font pas nécessairement que ça, mais c'est en tout cas une part essentielle de leur travail. C'est plus du tout marginal. Et au contraire, maintenant, on spécialise des approches, géographie, presse, etc. Le rôle est donc effectivement de donner à la littérature belge une forme de légitimité, sachant que celle-ci, dans l'espace transnational, est beaucoup plus dévaluée que la littérature française ou que la littérature anglaise, par exemple, et que donc l'idée de devoir publier une revue sur les lettres belges en langue française, c'est aussi l'idée de créer un point, un centre où se rassemblent ces études que l'on ne pourrait pas trouver à l'étranger, dans la mesure où, dans ces hiérarchies symboliques transnationales, la littérature belge apparaîtra toujours au second plan des grandes littératures consacrées. J'espère que vous répondez. Merci Clément, oui. Je passe maintenant la parole à Anne Peretz, donc pour la revue médicale de Bruxelles, qui a bien sûr, j'imagine, des enjeux très différents de ceux de la littérature. Oui, bien sûr. Je voudrais remercier d'avoir été invité à parler de la revue médicale de Bruxelles. La revue médicale de Bruxelles
c'est peut-être déjà un peu une usurpation parce que il y a à Bruxelles, il y a une autre revue médicale qui est celle de l'UCL. Donc je ne voudrais pas prendre le monopole, mais c'est son titre. Et en plus, c'est un titre qui est vieux de plus de 100 ans, parce que la revue médicale de Bruxelles a été créée par l'association des médecins issus de l'Université libre de Bruxelles. Et donc voilà, c'est de là que vient ce raccourci. Donc au départ, c'est pour bien sûr pouvoir faire connaître les activités qui sont publiées, qui sont réalisées au sein de l'université. Je n'ai pas tous les chiffres comme ce qui a été présenté au début, mais la structure de la revue médicale de Bruxelles est une structure tout à fait, je veux dire, classique. Il y a un éditeur principal, un rédacteur principal, un rédacteur adjoint, en l'occurrence moi-même, et d'autres rédacteurs. Nous faisons des peer reviews, c'est-à-dire que les articles qui sont reçus et qui sont sélectionnés par le rédacteur ou par le rédacteur adjoint font l'objet d'une relecture avec, comme ça se fait, je dirais classiquement, en tout cas dans le domaine médical. Le domaine médical, comme vous le savez sans doute, est assez classique, assez pointilleux et assez rigoureux malgré tout. Donc, malgré tout ce qu'on en a dit au cours des derniers mois. Et donc les articles sont un numéro classique contient des articles assez différents. Donc on peut trouver un article tout à fait original sur une recherche qui s'est passée au sein des laboratoires, une recherche plus clinique. Il y a également des articles de synthèse assez régulièrement. On suscite cela. Ça permet aussi de faire le point sur un sujet. Et ça permet aussi de mieux connaître des groupes qui se spécialisent dans certains domaines de la médecine. Mais le but général, c'est pas d'être hyper pointu et de donner des explications sur le dernier appareil pour, je sais pas moi, la reconnaissance auditive des sons aigus. Comme on pourrait trouver dans une revue spécialisée pour les ORL, mais de rester de la médecine générale ouverte à tous les médecins. Donc c'est pas une revue grand public. Donc c'est pas facile si vous prenez une revue comme la revue médicale de Bruxelles, vous allez avoir un peu de mal à vous y retrouver en tant que grand public si vous n'avez pas un peu de connaissances. Donc je disais qu'il y avait des articles de synthèse et aussi ce qu'on appelle des case reports donc en anglais, mais des cas cliniques. Et donc les cas cliniques, c'est quasi c'est l'observation clinique, c'est vraiment la base au niveau de la médecine de la connaissance quand on a observé un cas, donc c'est-à-dire un patient qui est malade et qui a une maladie qui se présente sous une forme un peu particulière. Ça fait en général l'objet d'une présentation dans une institution et ça peut faire l'objet d'une présentation écrite. Et puis par la suite, ça peut faire l'objet même parfois de déboucher sur certaines recherches parce que comme en médecine, on est souvent aussi interpellé par des choses qui ne se passent pas comme c'était prévu. Et vous l'avez vu aussi au sein, lors du Covid, donc ces Covid longs par exemple, ou les Covid catastrophiques. Quel est le mécanisme derrière cela? Pourquoi un patient qui a une pathologie qu'on connaît tout d'un coup le présente d'une manière tout à fait inhabituelle? On essaie de comprendre pourquoi. Et donc le cas clinique, c'est vraiment quelque part la base de l'apprentissage en médecine. Et pour les jeunes, c'est souvent le premier article. Le premier article, c'est souvent un cas clinique. Et donc, c'est l'apprentissage de l'écriture médicale. Et donc, en ça, ça sert.
beaucoup aux jeunes de pouvoir passer le cap de la page blanche ou de l'écran blanc. Et puis, une chose qu'on a acquis assez récemment, qui est tout à fait intéressante, c'est que pour être reconnu médecin et puis médecin spécialiste, il faut avoir publié quelque chose. Et donc, publier quelque chose dans une revue où il y a donc une revue qui est relue. Donc, pas simplement une revue que vous écrivez dans un journal toute boîte, mais une revue qui est relue, et l'INAMI accepte les publications de la revue médicale de Bruxelles pour donner le point qu'il faut pour que le médecin puisse être reconnu en tant que médecin et puis en tant que médecin spécialiste. Donc ça, c'est vraiment un point important. Alors la diffusion, eh bien, elle reste médicale, elle n'est pas en dehors du champ médical, je crois que je l'ai déjà dit. Les fonds, les finances viennent des cotisations et viennent aussi un petit peu de la publicité. Il y a un petit peu de publicité, mais pas beaucoup. Donc c'est pas une revue qui est gratuite, mais elle est maintenant publiée, elle est sur le web, donc c'est accessible en papier et c'est accessible de manière électronique. Mais ce n'est pas open access. La langue, c'est le français, bien sûr. Et donc, contrairement, je pense, à votre revue ou à ce... Je ne sais plus si c'était vous ou Textile, c'est donc en français. Ça, c'est aussi un débat tout le temps de savoir si on va l'ouvrir à l'anglais ou non. Pour avoir une meilleure diffusion, mais donc c'est en français et peuvent publier des personnes d'expression francophone qui ne sont pas de Bruxelles. Et donc vous devez savoir aussi qu'on a aussi la tradition d'accueillir régulièrement des médecins qui viennent faire leur formation à Bruxelles, qui viennent faire leur formation notamment dans les universités d'expression francophone, tout le Maghreb par exemple, le Maroc, la Tunisie, certains pays d'Afrique, et il y a différentes connexions qui permettent de faire cela, et donc ça leur donne aussi l'opportunité d'avoir un journal où ils peuvent publier et qui est lu par la communauté francophone. Voilà. Merci beaucoup, oui, pour cette présentation assez exhaustive de la revue. Bon, on a déjà parlé donc, de l'importance du rôle d'interface que peuvent avoir ces revues locales, avec Textile notamment. Maintenant, on a entendu parler plutôt du rôle pour un groupe professionnel large, hein, donc il n'est pas question uniquement d'une spécialisation médicale, mais d'une revue qui s'ouvre à tous les médecins. Peut-être maintenant qu'avec notre troisième intervenant, Christian Van der Motten pour la revue Belgeo, il sera question aussi d'enjeux aussi territoriaux, je veux dire en tout cas par rapport à l'existence d'une revue de géographie belge. Je précise tout de suite, Christian va probablement nous donner une réponse un peu courte parce que en tant qu'éditeur en chef de Belgeo, il y a quelques années, fait tout un travail, toute une réflexion, il a mené une réflexion sur les enjeux de positionnement de la revue, et donc après ce premier tour de table, il aura l'occasion de nous présenter cela de manière un peu plus aboutie. Donc Christian, sur les questions donc, du rôle de Belgeo dans la discipline et de son importance sans doute comme revue de langue française dans le champ de la géographie. Oui, effectivement, il va y avoir, je vais aller plus ou moins rapidement parce qu'il risque d'y avoir des doublons avec le PowerPoint que j'ai présenté pour la suite. Mais tout d'abord, j'ai un peu l'impression d'être l'intrus. Alors, l'intrus a deux titres. D'abord, c'est pas une revue locale. Et l'ambition de Belgeo et de ses prédécesseurs, qui étaient la revue Belgéographie et le bulletin de la Société belge géographique, était d'être des revues à diffusion internationale. Le passage à Belgeo en full open access a très largement augmenté ça. Intrus aussi parce que
on publie au moins un tiers des articles en anglais et pas en français. Hein, donc, on n'est pas exactement dans le modèle de la revue locale. Alors, ceci étant dit, et je le développerai peut-être un peu plus par la suite, parfois je regrette que Belgéo ne soit pas plus une revue locale. C'est-à-dire que je crains que, vu toutes les conditions dans lesquelles se déroule la recherche, la reconnaissance dans le monde académique, etc., il y ait une tendance des auteurs à, d'une part, privilégier des revues des grands éditeurs internationaux, c'est-à-dire en anglais, mais qui sont en fin de compte, en tout cas en géographie, des lieux de publication d'articles qui sont extrêmement calibrés. Ou alors, de l'autre côté, pour des raisons, entre guillemets, alimentaires, ces mêmes chercheurs sont amenés à faire des études locales, mais des études locales qui restent sous la forme de littérature grise, de rapports pour les différentes administrations. Et entre les deux, ils n'ont pas le temps de, par exemple, faire une présentation scientifique synthétique de, justement, ces études de littérature grise qui ont été faites pour les différents financements qu'ils peuvent recevoir de la part des ministères, d'administration, etc. Et le résultat, c'est que parfois, je me demande, quand je regarde les différents articles qui ont été publiés par Belgéo, pourquoi Belgéo? Parce que finalement, nous recevons relativement peu d'articles sur des problèmes belges venant de chercheurs belges. D'abord parce que les chercheurs belges eux-mêmes ont de plus en plus tendance à travailler sur des sujets internationaux parce que ceux-là sont financés dans des réseaux divers. Et puis parce que, par ailleurs, ils n'ont pas le temps de publier dans des revues scientifiques le résultat de leur recherche, disons, alimentaire. Voilà. Nous recevons énormément d'articles qui sont envoyés spontanément, outre ceux qui sont sollicités pour les numéros thématiques, mais ces articles viennent de chercheurs de partout, des chercheurs français, des chercheurs africains, entre autres, qui sont tout heureux de trouver une revue internationale qui n'est pas française, parce que ça joue aussi pour eux, et qui en plus accepte gratuitement leurs articles. Mais est-ce bien le rôle d'une revue belge géographie, même si elle a une ambition internationale, de servir à 80% à publier des articles de non-belges? Voilà. D'un autre côté, c'est très bien. On est très content d'accueillir ce genre d'auteurs qui parfois pourraient ne pas pouvoir publier ailleurs. Mais d'un autre côté, il est dommage que les chercheurs belges, coincés entre les deux obligations que j'ai évoquées, n'aient pas plus tendance, spontanément, à proposer des articles dans la revue, qui est la seule revue nationale belge, nationale ou internationale belge, qui est donc sous les auspices, qui est publiée sous les auspices d'une part de la Société de géographie et d'autre part du Comité national de géographie. Voilà, je reprendrai un petit peu ça par la suite. Oui, merci beaucoup. Mais donc le local, la raison de ta présence ici, c'est celle évidemment d'une revue belge. C'est pas exactement le même genre de définition sans doute des autres revues présentes ici. Mais je pense que tu as soulevé aussi des enjeux intéressants en termes des auteurs évidemment qui peuvent être publiés dans nos revues. Avant d'en apprendre plus sur le positionnement de cette revue particulière, j'aimerais donc lancer ma deuxième question à nos panélistes, qui concerne directement les enjeux en matière de diffusion et de reconnaissance de votre revue et la manière dont Textile, la revue médicale de Bruxelles ou Belgéo y répondent concrètement.
On va commencer donc par Clément Dessy pour Textile. Bien, pour répondre à cette question, finalement, je peux prendre à revers un peu les éléments que j'ai évoqués dans la première, qui sont qu'effectivement, s'il y a un enjeu d'essayer de servir d'interface et de rassemblement à l'échelle belge de lieux de diffusion de la recherche en littérature belge, la question qui va vite se poser, c'est aussi de se dire, tiens, oui, mais à se concentrer sur cet espace de littérature belge, est-ce qu'on peut susciter des contributions étrangères? Est-ce qu'on peut susciter des collaborations internationales? Alors, c'est le cas. Nous recevons des contributions de l'étranger. Nous avons essentiellement... Je n'ai pas le pourcentage, mais en tout cas, on a une bonne part de nos contributeurs qui sont effectivement, qui émargent d'universités belges, mais nous recevons des contributions de l'étranger, particulièrement sur les mouvements ou les époques qui sont de la littérature belge, qui sont les mieux reconnus à l'étranger. Je dirais que finalement, l'enjeu pour la revue, c'est aussi d'essayer d'attirer de l'étranger et de susciter une recherche sur nos matières, mais pas uniquement en Belgique, à l'étranger. Et ça, c'est un enjeu assez important et qui est effectivement toujours à négocier entre le national et l'international. Une difficulté qui était celle de la revue, c'était au départ aussi celle de ses abonnements. Alors, on était au départ uniquement en version papier. Et donc ne s'y abonnaient, étant donné la spécialisation de la revue, que des bibliothèques qui avaient un rayon dédié aussi à la littérature belge. Et ça n'existe pas partout dans le monde. Il y en a plus que vous ne pensez, très certainement. Mais ça reste effectivement ça restait une difficulté. Maintenant que la revue a intégré la plateforme Open Edition et qu'elle est accessible, les chiffres de consultation... C'est sans doute le cas pour pas mal de revues, mais je pense que pour nous, ça a été assez révélateur, ont explosé. Puisque l'accessibilité de la revue et sa qualité font que désormais, il n'y a vraiment plus de limites. Et toute personne qui, même en France, s'intéresserait marginalement à un auteur belge ou à un moment, peut très facilement aller consulter la revue, aller y publier, là où peut-être avant, dans leur université locale, il n'y avait pas d'accès à cette revue. Alors ça, c'est tout ce qui va être lié à la diffusion, à la reconnaissance à l'étranger. Maintenant, en Belgique, un des enjeux, c'est effectivement toujours de continuer à nourrir à la fois une recherche nouvelle sur la littérature belge, mais en même temps de continuer à garder aussi un lien avec le public hors universitaire. Et dans ce cas-là, on voit très bien, par exemple, que les numéros qui sont les plus sollicités chez nous en matière papier, c'est ceux qui vont être sur des monographies d'auteurs contemporains. Le numéro sur Jean-Marie Piem, c'est très bien vendu. Toute proportion gardée, mais par rapport à des numéros plus spécialisés, parce qu'il y a la possibilité là de rencontrer un public aussi dans le monde des arts du spectacle ou même parmi les lecteurs de Jean-Marie Piem, et où ça apparaît moins spécialisé. Donc on essaye de balancer vraiment aussi ces aspects, toujours garder des numéros à la fois monographiques et non monographiques, parce que ça nous permet justement d'essayer de lier cela. Mais quelque chose qui reste aussi toujours un élément important comme enjeu pour la reconnaissance et pour la diffusion, c'est celle d'aller à la rencontre aussi des enseignants. Et donc, à ce niveau-là, je pense que ça a fait partie aussi des motivations de la promotion des lettres que de venir maintenant au soutien de la revue. Elle est maintenant aussi subsidiée de manière très pérenne et attachée à un éditeur qui est donc aussi subsidié pour publier la revue, c'est les éditions Caire, et qui s'occupe aussi de la mise en ligne. Et cette idée, c'est aussi que la revue doit servir aussi d'outil pérenne pour les gens qui enseignent la littérature belge en Belgique et à l'étranger, mais aussi dans le secondaire. Et à cet égard, la possibilité d'avoir pu recruter, on ne sait pas si ce sera toujours le cas, mais une personne qui se charge de créer des cahiers pédagogiques au sein de la revue et qui va fournir ainsi du matériel ou suggérer du matériel à partir des recherches effectuées. On l'a eu par exemple pour le numéro Piem, sur Jean-Marie Piem, tout un dossier pédagogique qui, à partir des recherches produites dans le numéro, permet ainsi d'offrir des pistes aux enseignants du secondaire sur comment exploiter finalement les textes et passer de cet aspect recherche
qui est un niveau effectivement pas accessible pour les étudiants du secondaire tel quel, mais de passer de cette exploration de recherche à un matériel pédagogique et d'enseignement. Voilà. Merci beaucoup Clément. On va continuer avec la réponse d'Anne pour la revue médicale de Bruxelles, donc les enjeux de diffusion, de reconnaissance pour cette revue. Que pouvez-vous nous dire à ce sujet ? Pas mal de choses aussi. Alors, je vous disais aussi les personnes qui composent la revue médicale de Bruxelles. Il y a dans la salle Valérie Dujeu qui fait partie de la revue médicale de Bruxelles et qui est, on va dire, diffuseur d'informations, qui nous a pas mal aidés de ce côté-là, et peut-être qu'elle pourra dire un mot. Mais donc, pour publier dans un journal, on est confronté au même problème que pour le journal géographique. C'est que un médecin, par exemple, qui veut publier une recherche, il va d'abord essayer de trouver une revue qui lui offre des points. Et donc des points, puisque après il est évalué, qu'il soit chercheur ou qu'il soit pas chercheur, son curriculum vitae est évalué par rapport aux publications, et donc il y a, comme on dit, une cotation des points. Et donc c'est pas la revue médicale de Bruxelles qui va lui donner des points. Et là on a perdu. Avant on était dans ce qu'on appelle PubMed, qui est le diffuseur des journaux scientifiques. Même si on n'avait pas beaucoup de points, on y était. Donc ça donnait déjà une meilleure visibilité internationale, et ça permettait aussi aux gens qui avaient publié dans la revue médicale de Bruxelles de pouvoir citer les articles publiés. Donc la perte, ça a été un gros problème de diffusion. On est occupé à essayer de récupérer cette perte. C'est pas évident. Alors on utilise d'autres canaux. Peut-être que Valérie peut dire un petit mot si elle a envie. Voilà, on lui apporte un micro, ce sera plus simple. Bonjour, je suis Valérie Durieux, donc je travaille aux bibliothèques de l'ULB, donc j'aide à la revue pour son indexation dans PubMed. On a indexé aussi dans Scopus, donc ça a permis de contrebalancer la perte de PubMed. PubMed, il faut savoir que c'est la base de données qui est mise en place par la Bibliothèque nationale de médecine aux États-Unis, et donc ils ont fait un gros nettoyage de tout ce qui est européen, francophone, etc. Et malheureusement, on a fait partie du lot. Donc ils ont désindexé 400 revues, donc voilà, on est loin d'être les seuls, et donc on essaye de revenir dans le jeu parce que, comme Anne l'a dit, les chercheurs doivent pouvoir prétendre d'avoir écrit un article qui est diffusé et qui est indexé dans des bases de données relativement reconnues. Et donc, pour contrebalancer ça aussi, maintenant, on est indexé dans l'ISA, qui est, on va dire, l'équivalent francophone de PubMed, et qui donne une certaine aussi visibilité aux articles scientifiques des médecins. Et c'est vrai que c'est un critère pour eux de choisir la revue médicale de Bruxelles, d'être indexé dans des bases de données bibliographiques pour pouvoir avoir une meilleure visibilité de sa recherche. Donc voilà. Merci. Et alors un tout dernier point qui est celui aussi de toucher les maîtres de stage pour qu'ils puissent faire connaître la revue à leurs étudiants, qui sont déjà souvent étudiants et puis qui sont médecins déjà, pour qu'ils publient, et grâce au fait que l'INAMI reconnaisse ces articles, c'est un des moyens d'augmenter la diffusion. Donc la menace la plus importante, c'est le fait de ne pas être dans le réseau international. Merci. Je propose, étant donné qu'on avait pris un peu de retard au début, que Christian, tu intègres ta réponse à ta présentation. Donc je t'invite maintenant à ma place pour ton exposé. Voilà, j'espère que ça ne perturbe pas trop tes...